Ok, sur ce match-là, si tu n'as plus rien à ajouter. Et donc, on peut passer à notre troisième match de la semaine dont on voulait parler. C'était les Pelicans plus Orlando. Comme ça, on va pouvoir parler de ce match-là, surtout. Et puis ensuite, développer un peu sur les Pelicans plus généralement, dont on n'a pas beaucoup parlé cette saison, et il faut le faire. Oui, c'est vrai. Mais même Orlando, je crois qu'un match Orlando-Pelicans dans le bingo des matchs de la semaine, je pense pas qu'on l'avait prévu, tu vois. Non. Si on nous avait demandé au début d'année. Mais il faut avouer qu'au final, t'as le 5e de l'Ouest contre le 4e de l'Est. Donc déjà, t'as des équipes qui gagnent depuis le début de la saison et qui en plus sont sur une fin de saison où ils ont besoin d'être compétitifs pour s'assurer peut-être l'avantage du terrain en premier tour et au moins une qualification directe en play-off sans passer par le play-in. Donc le match a un vrai intérêt sportif de fin de saison. Donc souvent, c'est des matchs qui sont intéressants. Et en plus, on a deux équipes qui ont des façons de jouer un peu particulières. Dans le sens où il y a ces deux équipes qui jouent sans meneur. Enfin, tu vois, un meneur comme les gens l'entendent, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de point guard, disons, à proprement parler, et beaucoup de porteurs de balles différents. Chez les Pelicans, on va avoir McCollum qui va porter la balle, Zion Williamson, Brandon Ingram. Du côté du Magic, sur le 5 majeur, ça va être plutôt Banchero, Wagner ou Jalen Suggs qui vont porter la balle. Mais du coup, on reste quand même sur des trucs peut-être un peu moins traditionnels. Et aussi en défense, on a beaucoup de zones, en fait, des deux côtés. Et celle des Pelicans, c'est assez connu parce que connu entre guillemets, mais c'est comme ça qu'ils réussissent à être à une des meilleures défenses grâce à leur longueur. Et ils ont bien réussi à gêner le Magic, mais le Magic a aussi très bien réussi à gêner les Pelicans et en particulier Zion Williamson, où en fait le Magic est peut-être une des équipes les mieux équipées défensivement face à un profil comme Zion, avec des joueurs capables de le gêner déjà sur les débuts de ses drives, donc avec un Banchero, mais aussi Jonathan Isaac, qui par sa longueur a énormément gêné Zion Williamson. Et moi j'ai trouvé que Wendell Carter Jr. était aussi vraiment capable de tenir un petit peu Zion Williamson, et en plus c'est très mobile, et on a vu la différence de profil entre un Jonas Valanciunas et un Wendell Carter Jr. Valanciunas, il était épuisé à mon avis à la fin. Il a joué que 18 minutes, mais il a fait son cardio pour l'année, parce que Carter, je l'ai trouvé hyper mobile, hyper rapide et vraiment hyper intégré dans l'attaque et sur du short roll, sur du mi-distance, capable aussi de shooter à 3 points même s'il en a pas mis. Et Carter, pour Wendell Carter Jr., je trouve en fait que c'est un super partenaire de pick and roll de Paolo Banchero. Et le passing de Paolo Banchero et de Wagner d'ailleurs aussi sur ce match est vraiment très bon. Mais vraiment le pick and roll Banchero, Wendell Carter Jr., c'est une multitude de possibilités pour les deux au scoring et à la passe. C'est fantastique. Oui, le match de Banchero au passing est assez fabuleux. Moi, je sais que, comme d'habitude, je suis toujours plus bas que la moyenne sur le scoring, mais tellement plus sur le passing. Je suis content de voir que en effet, ça commence à se développer. Si on parle beaucoup de Wembanyama et sa dynamique de progression, j'ai quand même l'impression que Banchero, depuis le début de l'année, j'ai pas l'impression de voir le même joueur. Alors, lui-même est meilleur. Son utilisation aussi est un peu meilleure, je trouve, par rapport à ce qui pouvait être fait en début de saison, parce qu'il est plus utilisé en tant que passeur, en tant que pick and roll, en fait. Ouais, et il est plus dynamique en fait dans son jeu. Et ça mais aussi l'équipe d'Orlando en elle-même est plus dynamique dans ses mouvements. Et ils ont réussi à bien attaquer la zone d'ailleurs avec c'est marrant, ils ont un espèce de 5 en première mi-temps qui font jouer souvent la seconde unité avec Cole Anthony, Markelle Fultz, Joe Ingles, Isaac et Maurice Wagner. Donc là, tu te dis, mais comment ces 5 mecs-là peuvent jouer ensemble? Et ces 5 mecs-là, en fait, ils arrivent même à marquer des paniers contre la zone des Pelicans parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a peu de dribbles. Et en fait, il y a beaucoup de mouvements, de cuts, de changements, de bons placements. Et en fait, il y a des joueurs avec du QI basket dans cette équipe du Magic. Et j'ai trouvé l'attaque bien plus dynamique qu'en début d'année, où c'était beaucoup plus statique, même de la part de Banchero et de la part de Wagner. Et là, il y a beaucoup plus de mouvements. Et Wendell Carter Jr. fluidifie bien l'attaque. Et Jalen Suggs aussi, je trouve très dynamique. Et en plus, maintenant, il prend ses 3 points, il les rentre. Et ça fait quand même une grosse différence, et d'avoir un joueur comme ça pour réceptionner les passes de Banchero dans les corners, c'est vraiment pas mal.
Ouais, non mais vraiment le match de Banchero au passing, très 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 impressionnant. Dans son rôle un peu, comme dit, de porteur de balle en fait. Hein. C'est pas parce qu'il est grand et que c'est un poste 4 entre guillemets, mais le match est assez exceptionnel en termes de passes. Il y a des passes et des lectures qui sont fabuleuses. Il y en a une première où ça part sur un pick and roll sur le côté, où Jalen Suggs lui lâche la balle avant de caler de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un nouveau pick and roll qui est joué cette fois avec Franz Wagner, mais la vision de Banchero qui voit de l'autre côté, qui voit qu'il y a un exit screen ou un flare screen en tout cas, qui vient sécuriser un peu une position dans le corner opposé. La passe tout terrain, dans toute la largeur du terrain pour aller chercher le 3 points de Suggs. Ensuite, on a un magnifique drive and kick. On en parlait tous les deux dans un podcast sur les passeurs, publié bientôt d'ailleurs. Mais tout ce côté style de jeu très lent et très sous contrôle sur des drives où il fait des très longs pas, double pas, et il va chercher le drive and kick là encore pour Jalen Suggs. Il y a des fois où il est aussi sur un match-up, il y a une prise de qui vient depuis la ligne de fond. La lecture, très patient. Et plutôt que de faire la passe immédiate, ça qui est génial, c'est que plutôt que tu vois, t'as la prise de qui arrive, plutôt que faire la passe vers Isaac qui coupe à côté de lui au panier, hein, qui vient dans le dos de l'aide, sauf que il fait pas cette passe là puisqu'il y a un autre défenseur qui vient coulisser et aider celui qui aide. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe brillante, ligne de fond, qui traverse tout le terrain. Là encore, magnifique pour encore un tir à 3 points de Jalen Suggs, pardon. T'as un pick and roll où finalement les Pelicans ne veulent pas switcher, donc ils re-attaquent avec un angle différent et puis une autre passe, une drop off passe, une passe sous le panier pour Wendell Carter Jr. Il y a aussi une action, alors c'est pas une passe, mais tu sais, le fameux Gortat aussi de Carter Jr. Je pense que tu l'as vu aussi, celle-là où tu sais, un pick and roll, donc Banchero et Carter Jr. Et puis un premier écran de Carter Jr. Et puis ensuite un deuxième plus loin dans la raquette, une Gortat parce que Marcin Gortat, hein, le pivot des Wizards de l'époque. T'as encore une passe et on continue non pas le blocorama mais le passorama sur isolation sur Herb Jones. Il commence à faire une feinte de tir et puis au dernier moment il voit la coupe de Jalen Suggs dans le dos, il la sert pour un backdoor. Voilà, t'as ensuite, enfin je sais pas, t'as plein d'actions comme ça. Ah, si, une dernière qui m'a beaucoup plu. Il remonte la balle en transition, semi-transition, et c'est exactement ce que j'adore avec lui. C'est je t'en ai parlé, mais le court mapping, tu sais, c'est-à-dire la vision de jeu, mais surtout la compréhension de donc mapper le terrain, le sens de la map, hein, de voir quels sont les mouvements sur le terrain qui sont en train de se faire. Et t'as une semi-transition et il voit qui court où, dans quelle direction. Et en fait, il voit l'espace. Il voit l'espace qui est en train de se créer ou qui va se créer à un tel endroit. Et du coup, tu te dis, bon, bah, là, il passe très en avance. Mais en fait, oui, il passe parce qu'il sait qu'il y a l'ouverture qui va se faire là-bas. Et c'est ce qui se passe. Donc passe, panier, etc. Voilà, je pense qu'on pourrait faire longtemps. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est aussi un joueur qui est dangereux sur post-up et qui est aussi un joueur de match-up en fait, hein. Dès qu'il est sur un plus petit, il y a de l'aide qui vient et donc il peut ressortir aussi sur des shooters. Donc voilà, match fabuleux et ça me fait plaisir parce que je crois que c'est peut-être, alors je les ai pas tous vus moi, mais c'est peut-être le meilleur match au passing de Banchero, je trouve, en carrière, ou un de ses meilleurs en tout cas. Et moi qui étais très chaud là-dessus, je suis content de voir que certes le scoring se développe, mais surtout enfin on l'utilise en tant que porteur de balle de pick and roll parce qu'il est tellement bon en fait là-dessus. Ouais, il est clairement bon. Et là, il y a 11 assists. Et en vrai, des potentiels assists, il y en a au moins peut-être 15 sur le match. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, il joue pas avec un personnel qui est hyper optimisé pour lui non plus. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Et c'est peut-être le porteur de balle un porteur de balle un peu futuriste. Mais en tout cas, c'est hyper bon. Et c'est vrai que l'association avec Wendell Carter Jr., vu qu'il peut pop... Carter Jr, il peut faire le rôle, il peut jouer le short roll aussi. Enfin, il y a beaucoup de possibilités là-dessus. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec lui, parce qu'en plus, c'est deux joueurs très intelligents. Donc, ils peuvent enchaîner 2 pick and roll l'un à la suite et que ça ressemble l'un à l'autre. Mais en fait, ils vont réussir à s'optimiser de la meilleure des manières dans leur lecture. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, Orlando. Mais le joueur est fascinant, hein. C'est pas pour rien qu'il a été drafté très haut. Moi, je mets un peu à la poubelle, hein, comme dit, toutes les comparaisons Carmel Anthony, parce que il a pas le toucher de balle, il a pas le jump shot, il a pas les appuis très vifs de Carmel Anthony, etc. Donc pour moi, je vois pas du tout le même joueur. Et puis en plus, il fait des passes. Mais je veux dire, en tant que scoreur, c'est pas du tout un Carmelo, c'est pas un twinner de même profil. Mais par contre, ouais, c'est quelqu'un qui peut faire tellement de bonnes passes, quoi, qui est d'ailleurs totalement sous-utilisé là-dessus, hein, à Duke. Hein. Merci Coach K, et profite bien de la retraite, mais c'est un crime, hein, ce qui a été fait à Duke, hein, quand il n'était pas utilisé comme ça et pas dans du bon spacing. Donc il y a ça, il y a le passing, il y a aussi le fait que, en plus, on l'a pas dit, mais ça reste un poste 4 de taille, quoi, de corpulence. Donc
de telle qualité de passeur pour cette taille-là, ça fait qu'il y a pas mal d'angles disponibles. Et puis, il peut même en plus être utilisé un peu plus comme finisseur aussi off-ball. Ça, j'aimerais bien encore le voir plus, parce que ça pourrait aider à booster son efficacité. Mais tu vois, même son efficacité est en train de remonter, vachement pas mal par rapport au début de saison. Donc ouais, j'aime beaucoup. Je suis fan comme beaucoup, mais pas pour les mêmes raisons. mais ça fait plaisir. Quand même, un des meilleurs matchs, je trouve, de Banchero, qui du coup, puisque tu disais qu'ils étaient 4e, on pourrait peut-être les voir au 2e tour, alors Orlando, potentiellement. En même temps, à l'Est, on pourrait voir presque n'importe qui au 2e tour. C'est pas faux, mais donc, est-ce qu'ils peuvent être 4e contre 5e? Alors, ça dépend qui est 5e, mais pour l'instant, c'est New York, malheureusement. mais tu vois, si on a un Orlando-Indiana, ouais, presque limite, il faudrait qu'Orlando, plutôt qu'être 4e, tombe 6e et aille affronter Cleveland. Ça pourrait être plus probable que New York. Plus facile. Je sais pas. oui, je pense que tu préfères tomber sur Cleveland que New York. Même si, quand même, Cleveland joue mieux cette année que l'année dernière. En tout cas, plus d'options, plus de possibilités, plus de mouvements et plus de spacing. Et Franz Wagner, alors, tu nous fais un match du Magic sans parler de Franz Wagner? Putain, c'est vrai. Et banger, en vrai, franchement, moi, je le trouve trop fort toujours. Il y a une passe, il y a une super passe, la première passe décisive de son match, là, dans une skip pass dans le corner, un régal. Je trouve qu'au scoring, il a été très bon, en plus défendu par Herb Jones, et je trouve qu'il a bien pris il a bien réussi à contourner Herb Jones, qui est quand même pas facile à contourner parce que c'est un sacré Golgoth qui bouge bien avec une grosse envergure. Le shoot a toujours, c'est pas encore ça, mais il y a 2-3 pull-ups. En vrai, je trouve, en tout cas à l'heure actuelle, je trouve que ça reste pour moi le meilleur joueur du Magic. Et en plus, l'équipe joue quand même mieux quand il est sur le terrain parce que je le trouve, il a moins besoin de la balle. Et du coup, il s'intègre mieux dans le collectif. Et off-ball, comme avec le ballon en main, je trouve qu'il apporte beaucoup de bonnes choses en attaque. Et défensivement, je l'ai trouvé très bon aussi. Toujours bien placé, agressif sur au bon moment, provoque des pertes de balles à des moments importants du match. Donc non, toujours content de mon Franz. Est-ce que t'as pas peur du shoot pour les playoffs, pour le côté respectabilité? Parce que je vois que là, il est à 29% cette année à 3 points, 33 en carrière. C'est un peu plus bas cette année qu'avant, mais grosso modo, on n'a pas affaire à un très bon jump shooter, mais est-ce que ça peut être une motif d'inquiétude, ou alors le fait qu'il soit utilisé on-ball, finalement son spacing en catch and shoot, on s'en fiche un peu, quoi. Je pense que c'est un joueur qui a la capacité de pas être trop punitif par un manque de jump shooting. En vrai, ça va forcément être problématique. On appelle ça rationaliser, Azad. Mais je pense que il a une façon d'être utilisé qui peut être moins punitif que d'autres joueurs qui sauraient faire moins de choses balle en main. Donc ça devrait aller. Et puis je pense que son jump shoot va revenir surtout. Je pense que c'est une année sans. Les 2 premières saisons, il est à 36 et 37%. Là, il est à 29. Ça va finir par revenir. J'y crois. Mais après, même s'il n'a pas le 3 points complètement, il a le pull-up qui est plutôt pas mal à mi-distance, je crois, de tête. Alors, en tout cas, c'est mon impression sur les matchs, c'est que ça rend plutôt pas mal. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.